Madame, monsieur, bonsoir. Mes complices m'ont lâché. Ils sont partis en vacances. Michel Alberstadt et David Pujadas m'ont laissé les clés du studio. J'en ai profité pour faire de notre émission un jeu. Après tout, on peut s'amuser nous aussi. Je vous explique. Le principe est simple. Revoir des archives télé des années 50 à nos jours. Avoir du plaisir, toujours du plaisir. Répondre, bien sûr, à des questions sur la télévision et des questions de culture générale. Pour jouer, des candidats et 2 personnalités du petit écran seront avec nous chaque semaine. Pour nous, elles vont ranimer leurs souvenirs. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Daniel Gilbert. Bonjour. Bonjour. Et Didier Roustan. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour. Ma complice, c'est Charlotte. Charlotte Lipinska. Elle pourrait être une princesse polonaise, mais c'est une voix off, comme on dit, la voix du jeu. Salut Charlotte. Bonsoir Hervé. Mais avant toute chose, je tiens à vous présenter les 2 familles qui, avec nous, aujourd'hui, vont concourir, vont jouer. Bonjour, à ma droite, la famille Di Pellegrini, à ma gauche, bonjour. La famille Géronès. Ma gauche, ma droite, c'est comme à la boxe, sur un ring de boxe. Bien, alors vous allez vous présenter, la famille Pellegrini. Nello. Nello, vous avez 60 ans. 60 ans. Pascal, Pascal, 37 ans. 37 ans. Et la plus Jade, petite, 14 ans. c'est la petite fille alors. Oui. Oui. Ah, donc vous êtes, hop, c'est vraiment la même C'est famille. petite fille, fils. Et D'accord. Et vous avez franchi les Alpes il y a longtemps? Enfin, la première fois en 1921. Voilà, donc famille qui vient d'Italie, Tout à fait. intégrée en France aujourd'hui. Voilà. Famille Géronès, là, peut-être vous avez franchi les Pyrénées, vous, hein? Tout à fait. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel? Jean. Jean? Anaïs. Anaïs. Daniel, vous êtes le grand-père? Pas du tout. Pas du tout. Non, hein, non, pas du tout. Alors, C'est c'est bien que quoi, je fais c'est vieux, bizarre. c'est pour briser Mais la non, glace. non, vous pourriez. C'est pour briser la glace. Ça, c'est... Non, mais il y a des grands-pères très jeunes, hein? Oui, je sais, ouais. Ça, c'est ma nièce là-bas, et ça, c'est mon cousin. Et vous habitez? Je suis originaire de Sète et j'habite actuellement dans la région parisienne, dans la Seine-et-Marne. Bon, vous avez un joli accent, hein, vous ne l'avez pas perdu? Je ne l'ai pas perdu. Et ça, c'est bien, il faut le conserve. garder, il Ouais. faut le garder. Donc, vous êtes ici pour jouer, pour vous amuser, pour participer, comme dirait notre ami Coubertin. Donc, vous êtes là aussi pour gagner. Et voilà ce que vous remporterez si vous êtes les premiers. Alloshopping.fr, site de vente en ligne, offrira à nos gagnants cet appareil photo numérique, ce caméscope ainsi que ce lecteur DVD portable double écran. C'est pas mal, hein? Bon alors, mais commençons sans attendre, sans plus attendre. Allons-y, jouons, c'est la manche 1, le duel des familles. Alors, vous avez devant vous, derrière moi normalement, un grand mur d'images avec 6 mots-clés: générique, Cajard, générique 2, blonde, vieille gloire, famille en or. Alors, c'est la famille des Pellegrini qui va commencer simplement parce que, Jade, vous êtes la plus petite. Donc voilà, on vous a laissé ce privilège. Et vous choisissez un mot-clé. Hein? Vas-y. On va prendre Cajard. Cajard. Derrière chaque mot-clé, vous aurez 2 questions. Cajard. C'est donc une période qui va des années 50 à 70. Cajard pour le schmilblick de Coluche, évidemment, bien sûr, qui parodiait le célèbre jeu de Guy Lux. Mais là, c'est parti pour le vrai schmilblick, présenté donc par Guy Lux. Et vous allez voir, les temps ont bien changé. Et les mots aussi. Hein. Est-ce que la définition du schmilblick fait partie de la famille des plantes dicotylédones à pétales? Eh ben voilà, c'est gentil ça de nous mettre dans un embarras pareil. Vous voulez nous répéter ça? Immédiatement, monsieur Jean. Est-ce que la définition du schmilblick fait partie de la famille des plantes dicotylédones à pétales? Non, de toute façon, sûrement pas. Pendant que je vous dis non à regret, on va tout de suite se plonger dans les dicotylédones à pétales. Comme vous le dites si bien, vous voyez, c'est aussi dire à dire que le schmilblick. À quoi pensez-vous? C'est un tuyau flexible bicolore en cannabis de pipe alsacienne dite de brasserie. Ah, ça, il y a un mot de plus que vous venez d'ajouter. C'est le 4e mot. Répétez-nous cela. Dite de brasserie. Non, avant. De pipe alsacienne, Avant. cannabis. Qu'est-ce que c'est? Cannabis. Cannabis. Un C comme Christian. Oui, bien sûr. Quelle est la définition de ce terme? C'est à base de chanvre et de houblon. Donc, en 69, Guy Lux ne savait pas ce qu'était le cannabis. Peut-être il le fait exprès, à Charlotte. Oui, hein. je pense que oui. Certainement. Alors Jade, Pascal et Nello, vous avez 20 secondes pour répondre à cette question à 1 point. À quelle heure le schmilblick était-il diffusé régulièrement? 12h30, 16h30, 18h30 ou 20h30?
18h30. Enfin, tu sais, c'était la veille de ma naissance, hein, je pense. Alors, 18h30. 18h30, c'est la bonne réponse. Alors, bravo, hein, est-ce que vous savez, cette émission elle a quelque chose de particulier, elle est extrêmement populaire. C'est quoi sa particularité pour les uns et pour les autres, pour vous aussi qui connaissez tellement bien la télévision? Une particularité. Ah, bon, 3 mois. Elle a duré 3 mois seulement cette émission et pourtant on en a parlé pendant des années. Pourquoi? Parce que Coluche avait fait son célèbre sketch sur Schmilblick, Blick avec... On continue, Charlotte. Eh bien, merci Hervé pour une question à 2 points. Qui a inventé le mot schmilblick? Pierre Dac, Francis Blanche, Raymond DeVos ou Coluche? Francis Blanche, hein? Francis Blanche aussi. Enfin, je suis pas certain, mais... Vas-y, le con, on sait jamais. Je pense que Francis Blanche. Ouais, dis le con, c'est pas grave. Dépêchez-vous. Francis Blanche. Non, c'est la mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Vous aviez une idée? Pierre Dac, je pense Pierre Dac. C'est Pierre Dac, effectivement. Perdu. Voilà. Pierre Dac, le schmilblick, c'est lui qui a inventé, c'était un objet qui n'avait pas de sens en fait, puisqu'il disait toujours, Pierre Dac, dans les années 50, cet objet ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout. À tout, voilà. Ça vous rappelle quelque chose, le schmilblick, tous les deux? Ouais, j'ai des souvenirs de la famille en train de... C'était un petit peu incompréhensible parce qu'on n'avait quasiment aucune chance de trouver quel était le schmilblick d'une manière générale, mais bon, ouais, il y avait de la vie, c'était amusant de voir ces gens qui arrivaient comme ça et... Bon, famille Géonès, c'est à vous, vous choisissez quel mot-clé? On va prendre la famille en or. La famille en or. Famille en or, famille toute jaune, Et famille Simpson. Voilà. Et c'est une période qui va des années 90 à 2007. Alors, pour 1 point, de quel instrument Lisa Simpson joue-t-elle régulièrement? Du tambour, du violon, du saxophone ou du trombone? La réponse est en image dans les archives tout à l'heure. Et d'abord, vous allez répondre, vous. Du saxophone. Du saxophone. On regarde la réponse en image. Un instrument de musique, ça pourrait encourager un enfant surdoué. Envoie-moi un signe. Bon, ben, allons-y. Qu'est-ce que tu veux, Lisa? Un violon long? Un tube à bas? Un hautbois-bois? Celui-là. Un saxophone? 200 $? Je le prends. C'est donc la bonne réponse, bravo. C'est une famille formidable hein, quand même, cette famille Simpson, avec le père, Homer Simpson, la mère, Marge, le frère, Bart, et Maggie. La petite fille, le bébé. Maggie, vous savez pas. C'est la petite dernière. Charlotte, une question à 2 points. Combien de doigts les Simpson ont-ils à chaque main? 3, 4, 5 ou 6? Je pense que c'est 4, non? Je pense que c'est 4. 4. 4. C'est tout à fait exact. 4. Bonne réponse donc. Alors c'est marrant quand même, cette famille, hein, elle n'est pas aidée au départ. Hein, de gros yeux globuleux, une voix absolument improbable. Et pourtant, ça cartonne parce que ça raconte en fait la vie et les problèmes des Américains. Et c'est un feuilleton qui marche très bien. On fait un petit peu de conte là. C'est un petit compte pour démarrer puisque les familles se tiennent. Les 10 Pellegrini ont 1 point, les Géronès 3. On joue petit là hein, pour l'instant. Hein. Bon, allez, on continue. Se chauffe. La famille Pellegrini, le nouveau mot-clé. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Dépêchez-vous. Blonde. Du rythme. Blonde. Du rythme. Blonde, donc blonde, vous avez choisi donc la case blonde. Et là, nous partons dans les années 70 jusqu'aux années 90. Alors ça, c'est une archive, sans doute, Daniel, que vous devez connaître parce qu'elle vous concerne de près. Nous sommes en 75. Vous recevez Hervé Villard et Claude Berry, mais ce n'est pas l'enjeu de la question. Regardez bien cette archive. Allez-y.
Il y a des personnes qui nous écrivent en disant nous adorons l'opérette, les chansons anciennes. D'autres nous écrivent, vous voyez un petit peu, il y a, disons, certaines catégories d'âge. D'autres qui nous écrivent en disant nous aimons beaucoup la musique pop. Alors tout de suite, nous allons vous en offrir, eh bien, pour les deux cas. Alors pour 2 points, ce jour-là, quel groupe anglo-saxon a fait sa première télé en France dans Midi Première? Supertramp, The Who, Queen ou The Police? Je dirais Queen. Je ne sais pas du tout. Vas-y. Je me rappelle pas du tout, mais je dirais, allez, au hasard, on va dire Queen. La réponse en image. Il y a 10 ans, on a entendu beaucoup parler des Beatles, mais je crois que ceux-là, retenez-les bien, ils s'appellent Supertramp. Ben non, hein, c'est pas la bonne. Hein. Vous avez eu le look hein, quand même. Ouais. Bah oui. Quand vous les avez reçus, ils n'étaient pas connus du tout. Non, Comment vous êtes allé les pêcher, ceux-là? C'est-à-dire qu'ils sont venus à nous, parce que c'est Hervé Villard qui les avait rencontrés et qui m'en avait parlé. Et puis voilà, ce qui explique aussi la présence d'Hervé. Vous avez reçu souvent des groupes comme ça, américains, anglais? Oui, c'est arrivé souvent. On a eu une fois Vous aviez Police. tellement d'émissions aussi. Oui, c'était tous les d'émissions. jours. Et puis, on a eu aussi les Jackson 5. Et Michael Jackson avait 11 ans. Et il avait déjà son moonwalk. Et on avait Alors tellement... c'est quand même incroyable parce que dans la mémoire des gens, votre image, c'est plus près de l'accordéon que de la guitare électrique. Comment vous expliquez ça? Dans votre mémoire. Ah, je crois pas. Mais vous n'êtes peut-être pas la mémoire de toute la France. Non, je suis d'accord. Pour 1 point, quelle personnalité a donné à notre invité Daniel Gilbert son surnom de Grande Duduche? Thierry Leluron, Jacques Martin, Pierre Desproges ou Stéphane Collaro? Stéphane Collaro? Comment? Stéphane Collaro? Non, c'est pas du tout la bonne réponse. Pas du tout la bonne réponse. La bonne réponse, c'est... Tant pis. Jacques Martin. Pourquoi Jacques Martin vous a donné ce surnom qui vous est resté longtemps, hein, quand même? Oui. Toujours un peu, d'ailleurs. La preuve, on en parle. Oui, Jacques Martin, parce que lorsque j'ai présenté l'émission avec lui, ou plutôt lorsque lui présentait l'émission et moi j'étais son faire-valoir, il venait le matin en direct et c'était un génie de l'improvisation et il se nourrissait de ce qu'il avait vu le matin, par exemple, ou de ce qui s'était passé la veille. Et un matin, il avait regardé la bande dessinée de Cabu, Le Grand Duduche, et tout d'un coup, à l'antenne, il m'a appelé la Grande Duduche, et puis c'est resté. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom comme titre d'un livre que je viens de sortir, pour me moquer de moi-même, voilà, dès la première page. Allez, on continue, on va avec la famille Géronès qui choisit un nouveau mot-clé. Générique 1, générique 2. Allez-y. Non, c'est pris. Blonde, c'est pris, donc comme tu veux. Générique 1. Générique 1. Donc générique 1, évidemment, c'est du son. Hein, c'est pas de l'image de générique, c'est du son. Et nous Charlotte. partons dans les années 50 à 70 pour cette question à 1 point. Écoutez bien, de quel feuilleton s'agit-il? Et c'est parti pour 20 secondes de nostalgie. C'était pas violent, hein. C'était pas violent. C'est pas si quand la caméra est en bas, c'est pas que c'est... Là, c'est bon. Il ne filme pas, là. Si, tout à l'heure, il me filmait. C'est bien pour moi, il y a de l'accordéon, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, absolument. Là, on y est. Alors, Il me semble que c'est l'homme du Picardie, mais je suis pas sûr. Hein. Bravo. c'est donc répété. L'homme du Picardie. Eh ben, c'est la bonne réponse. Voilà. C'est l'homme du Picardie. C'est un feuilleton qui avait été diffusé à la fin des années 68 et qui racontait les soucis quotidiens d'un marinier. Donc sur les canaux
du nord de la France, et c'était incarné par Christian Barbier. Mais moi, je l'ai revu dernièrement, comme ça. Ça a un petit peu vieilli. Ah bah oui. Hein, Didier c'est-à-dire que ça doit être un peu délavé, non? À mon niveau, c'était ça manque de rythme, encore une fois. Bah, les nuls l'avaient parodié, justement, où ça allait vraiment au ralenti. Et moi, je me souviens du générique, parce que c'était un grand moment de solitude. À l'époque, il y avait deux chaînes et demie, donc c'était imparable à 19h45 ou dans ces eaux-là. Et quand il y avait ce générique, tout à l'heure, on voyait les groupes. Moi, j'étais plutôt Who, quoi, ou Deep Purple, Led Zeppelin, donc plutôt, vous voyez. Et l'homme du Picardie, bon, c'était pas un grand souvenir. Charlotte. Alors, l'homme du Picardie n'est pas rock'n'roll, mais cette question vaut tout de même 2 points. En 1968, on pouvait voir l'homme du Picardie 2 jours par semaine, 5 jours par semaine, tous les 15 jours ou 1 fois par mois. Non, je crois que c'était 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. C'est la bonne réponse. 5 jours par semaine. Ce feuilleton, d'ailleurs, était le premier d'une série de feuilletons dits sociaux qui avait été fait par les réalisateurs de l'école des Buttes-Chaumont, ces réalisateurs qui étaient proches du Parti communiste en général. Et d'ailleurs, le conseiller pour le scénario était un syndicaliste de la CGT. Voilà. On fait un petit point. Alors, avant d'ouvrir les 2 dernières cases, l'écart se creuse un tout petit peu, rien n'est perdu. Les 10 Pellegrini n'ont toujours qu'un point et la famille Géronès en a 6. Alors, les Pellegrini, là, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est le temps de se chauffer un peu. Que va piano va sano? Voilà. Bon, allez, allons-y alors. Alors, générique 2. Donc, les vieilles gloires. Et là, ce sont les années... générique 2. Ah, c'est générique 2 que vous avez pris? Oh, pardon, je suis absolument désolé. Gloire, il nous a regardés. Voilà, voilà. Ah non, pas de parano, pas de parano. Il n'y a pas de parano, non, c'est Didier. Allez, générique 2, on y va. Voilà, c'est ça. Nous partons donc dans les années 70 à 90. Cette question vaut 2 points. De quelle émission s'agit-il? Oh, je vois. Réponse. Couleur au chaud? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ça fait marrer Didier. Hein. Ça fait marrer Didier. Vous ne vous souvenez pas de ce générique où on voyait toujours des footballeurs qui avançaient, qui reculaient, qui avançaient, qui reculaient? C'est comme ça avec la musique. Didier, c'était un beau générique, ça. C'est le premier générique d'une grande émission qui s'appelait Téléfoot. C'est ça. C'était le premier générique, puisqu'il y en a eu plusieurs, Téléfoot à 30 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce générique, on l'a piqué aux Allemands. Pierre Cangeni avait fait la Coupe du Monde 74, il avait trouvé ça sympa, et du coup, il se l'est fait envoyer. Et ça est passé pendant des années, sans droit, sans rien et tout. On a dit c'est le générique Téléfoot. À l'époque, la vie était un peu plus cool, quoi. Maintenant, bon, la moindre chose, évidemment, il y aurait un procès au fait. C'est Henri Salvador qui chantait. C'est Henri Salvador, oui. Pardon? C'est Henri Salvador qui chantait. Ah non, mais non. Ah, il chantait, d'accord. Non, mais là, il n'y a que la partie musicale, mais c'est vrai. Mais non. Charlotte, on continue. Et on continue pour 1 point. Qui n'a jamais présenté Téléfoot? Michel Denisot, Thierry Roland, Pierre Cangeni ou Pierre Sled? J'hésite entre le premier... Comme diraient les sportifs, vous êtes un peu en baisse de régime. Oui. Allez, un petit coup là. Allons-y. Allez, on va dire... je vais dire, moi, Michel Denisot. Ou Thierry Roland. C'est pas Denisot. C'est pas Thierry Roland. Je vous ai demandé qui ne l'a jamais présenté. Eh ben voilà, il en reste plus que 2. Hein. C'est Pierre Sled. Pierre Sled, c'est ça? Oui, c'est ça. Il l'a jamais présenté. Non. Bon. Vous l'avez présenté, Téléfoot? Ouais. Alors, c'est une autre époque quand même, hein? C'était. Je l'ai fait pendant 12 ans, quoi. Vous étiez gamin quand vous êtes arrivé à Téléfoot? Je suis arrivé à 18 ans à TF1 en 76. J'ai fait Téléfoot de 77 à 89 et j'en ai été responsable, donc je le présentais de 86 à 89. Ouais. Et Pierre Sled, non, il a fait Canal+, France Télévisions. C'était une émission un peu tard, hein? À l'époque, elle était le vendredi soir et le samedi. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas les impératifs d'horaire d'aujourd'hui par rapport aux publicités, etc. Et tout. Et on passait après Polac. Et comme Polac, à l'époque, c'était direct. Polac. Pardon? Belle locomotive, quand même. Belle locomotive. Le problème, c'est que lui, il pouvait déborder d'1 heure, quoi, je veux dire, carrément. Oui, mais enfin, bon, ça discutait sérieux, hein. Oui, mais enfin, bon, l'émission, si elle est programmée à 11h, qu'elle passe à minuit, pour les gens. Je me souviens une fois, Pierre Cangeni, qui était donc le premier présentateur,
exprès, il avait fait installer des chandelles, parce que comme il faisait le coup tous les samedis, et il avait dit, il avait l'accent corse, tout ça, il était corse. Le truc, il dit bonsoir et bienvenue pour machin ce soir. Enfin bon, il ronchonnait, c'était une manière de. Bon, c'était sympa, mais d'un autre côté, du coup, c'était très tard. Vous avez pris votre revanche depuis, maintenant du foot, il y en a partout. Non, moi ça me dérangeait pas. C'est pas un souci, je pouvais même passer à 2h du matin. Allez, le dernier mot-clé. Donc, on est obligé. Les vieilles gloires, il n'y en a pas d'autre là. C'est un vieille gloire. Finalement, je suis obligé, c'est vieilles gloires. Mais ouais. Et ce sont des gloires qui ne sont pas si vieilles que ça, puisque nous allons des années 90 à 2007. Vieille gloire pour la nouvelle star. Hein. On regarde. Retour sur la The dark days are gone, and the bright days are here. My sunny sunshine is so sincere. Sunny, what's so true? I look. Vous suivez ça? Oui. Nouvelle star? Oui. Donc vous savez tout là-dessus? Normalement, Hein? ça dépend. Bon, Charlotte. Alors, même pour 2 points, je ne vous chanterai pas la question. Quel juré de la nouvelle star a donné à Christophe Willem son surnom de Tortue? Dovatia, Marianne James, André Manoukian ou Manu Katché? Marianne James, normalement. Marianne James. Bravo, c'est effectivement Marianne James. Elle lui a donné ce surnom lors du casting où elle l'a trouvé à Toulouse. Hein, voilà, vous savez tout, hein, vous lisez tous les magazines qu'il faut, vous connaissez absolument toute l'histoire. Et depuis, il a sorti un album qui marche très bien, qui s'appelle Inventaire. Et je crois que c'est quand même l'un des premiers à être passé par cette école-là, qui soit quand même décalé et qui fasse une belle carrière. Hein. Charlotte, on en est où? C'est fin de la première manche. Non, il reste une question à 1 point sur cette vieille gloire. Vrai, quand même, la dernière allez-y. question. Oui. Alors, pour 1 point, lequel de ces artistes n'a jamais gagné la nouvelle star? Myriam Abel, Julien Doré, Thierry Amiel ou Steve Estatoff? Julien Doré. Julien Doré. Julien Doré, ouais, c'est ça. Bah là, non. Hein. Bah non. Bah alors. Il vient de gagner. Il fallait écouter ma question. Lequel n'a jamais gagné la nouvelle star? Thierry Amiel. Oui, mais c'est un peu tard. Effectivement, c'est Thierry Amiel, mais voilà. On a l'habitude que de Julien, en fait. C'est vrai que Doré... C'est vrai que c'était... Et Julien, il a gagné l'émission en 2007, non? Voilà, ouais, mais c'est Doré qui... Allez, on fait un point à la fin de cette première manche. L'écart est un peu creusé, mais Il veut rien pas, n'est non, il veut perdu pas, puisqu'il il veut pas. reste 2 manches et les questions vaudront beaucoup plus de points. Mais à l'issue de cette première manche, la famille Di Pellegrini n'en a toujours qu'un seul petit face aux 8 points de la famille Géronès. Ils vont mettre le Mais turbo. attendez, les Pellegrini, hein, vous n'allez pas vous laisser abattre. non, non. En plus, le jeu est fait de telle manière qu'en permanence, vous pouvez rattraper votre retard. Et donc, rien n'est joué. Et maintenant, nous allons aller sur la deuxième manche, le duel des générations. Nous passons aux choses plus sérieuses et abordons maintenant la phase info, les questions d'actualité. Peut-être je vais me sentir un peu plus à l'aise. Là. Ici, les générations vont s'affronter sur des grands événements de l'actualité concernant leur génération. Pour chaque duel, une archive télé et 4 questions valant de 1 à 4 points selon la difficulté. Cette fois-ci, pour répondre, un buzzer. Voilà, un buzzer, c'est ça. Moi, je le touche parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, je n'avais jamais vu. Il faut donc être bon et rapide. Hein. Commençons par le premier duel. Alors simplement, vous aurez 20 secondes pour buzzer, mais attention, vous ne pouvez buzzer qu'une seule fois. Si le premier qui prend la main s'est trompé, l'adversaire aura le droit de répondre à son tour. C'est bien compris? Oui. Alors, on y va. Nous avons choisi de vous interroger sur l'assassinat du président Kennedy en 1963. Vous vous souvenez forcément de l'événement. Voici un document des actualités qui retrace la journée du 22 novembre, le jour de son assassinat. Archive. Voici le film de l'attentat qui a coûté la vie au président Kennedy. Avec sa femme Jacqueline, il était arrivé à Dallas au cours d'une tournée politique dans le sud des États-Unis et descendait dans une voiture découverte la grande rue de la ville pour gagner le bâtiment où il devait prononcer un discours devant le conseil local des citoyens. Soudain, des coups de feu, c'était l'attentat. Le tir était parti du 5e étage d'une grande bâtisse où les policiers découvrirent aussitôt une carabine à lunettes, arme d'une précision redoutable puisque le président avait été tué d'une seule balle dans la tête. Bientôt après, on arrêtait un suspect, Lee Harvey Oswald,
qui tira sur les policiers venus l'arrêter, tuant l'un d'eux. Alors pour un point, le 22 novembre 1963, dans quel État des États-Unis le président Kennedy est-il assassiné? Au Texas. Bonne réponse, c'était le Texas. Pour 2 points. Au moment du drame, qui se met à ramper à 4 pattes sur le coffre arrière de la voiture? C'est vous. C'est moi? Oui, c'est vous. Ça a clignoté derrière. Voilà, il me semble qu'effectivement c'est son épouse. C'est la bonne réponse, effectivement. C'est Jackie Kennedy qui était derrière. On se Tout à souvient fait. très bien de ces images Voilà. qui étaient absolument pathétiques. Effectivement, c'est mis en travers pour... Charlotte, la question suivante. Alors pour 3 points, combien y avait-il de personnes dans la voiture présidentielle au moment de l'assassinat de JFK? C'est encore vous, Nello. Oui, ben, il devait y en avoir 4. C'est faux. Vous avez une chance. Je pense 6, je pense, mais je ne suis pas sûr, mais 6 personnes il devait y avoir. C'est 6 ou c'est pas 6? 6. Alors, il faut savoir. Hein. Je vous dis 6, mais je suis... Vous me dites 6. 6. Eh bien, c'est bien, parce que c'est 6. Voilà, bravo, c'est 6. Hein. Vraiment bien. Alors, vous savez qui il y avait? Il y avait donc le président, sa femme, son épouse, le gouverneur, l'épouse du gouverneur et 2 agents des services secrets, dont un qui conduisait. Le gouverneur, qui était le gouverneur du Texas, Connally, a été blessé, mais il a survécu à cet attentat. La question suivante vaut 4 points. Dans quel lieu public Lee Harvey Oswald a-t-il été arrêté 2 heures après la mort du président? Il me semble que c'était dans une bibliothèque, enfin un lieu où il y avait des livres, un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Des livres? Des livres, oui. Bon, eh bien, c'était pas des livres. Et voilà, c'était pas des livres. Nello, à vous. Bah, il me semble que c'était plutôt du côté de la télévision, non? Comment? C'était du côté... Buzzer, Nello, buzzer. Pardon, excusez-moi. C'était pas dans un ancien établissement de la télévision? Un établissement de la télévision, un ancien RTF, un truc comme ça? Bon, je sais pas, ouais. Non, c'était pas ça non plus. C'était pas ça. À la gare. Désolé. C'était dans un cinéma. C'était dans un cinéma. Il a été arrêté dans un cinéma. Voilà, donc c'est Lee Oswald qui a été, vous le savez, tué 2 jours après avoir été arrêté, dont on pense qu'il a été l'assassin du président Kennedy. Il est l'assassin présumé, mais personne n'a vraiment apporté la preuve totale. Et donc il y a plein d'autres hypothèses. Vous pouvez rejoindre vos places pendant que Charlotte nous fait un petit score là. Eh bien, à l'issue de ce premier duel, la famille Di Pellegrini remonte à 4 points et la famille Géronès est à 11. Jean et Pascal. Vous avez de la chance, vous allez voir une interview de Brigitte Bardot, parce qu'elle est très belle. Elle date de 73, elle évoque le droit à l'avortement, c'est assez étonnant. Et c'est sur ce thème de la loi de Simone Veil qui a dépénalisé l'IVG que nous allons vous interroger. Vous allez reconnaître la journaliste qui l'interviewe et qui, à l'époque, ne tutoyait pas encore tout le monde. On y va. Est-ce que vous auriez envisagé, par exemple, ou est-ce qu'on vous a demandé, peut-être qu'on ne vous l'a pas demandé, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'envisager à un moment quelconque de signer des pétitions ou sur le sujet de l'avortement, par exemple? Ah, moi, l'avortement, je suis pour. Alors, comme ça, je ne signe pas de pétition, je le dis maintenant, comme ça. Ah, ben, c'est très tout le bien. monde le saura. Je suis pour. Je trouve qu'une femme a le droit de choisir le moment qu'elle veut pour mettre un enfant au monde. On n'a pas le droit de lui imposer un enfant. Je trouve que c'est absolument incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et vraiment, alors si le fait que j'en parle maintenant peut aider à quelque chose, je serais ravie parce que c'est absolument incroyable. On voit que ce sont les hommes qui font les lois parce que s'il leur arrivait quelquefois d'avoir les problèmes des femmes et d'être enceinte ou de quelqu'un qu'ils n'aiment pas ou de ne pas avoir envie d'un enfant au moment où ils sont enceintes, ils comprendraient plus facilement qu'il faut absolument que ce problème se règle très très rapidement. Ah, c'est surprenant, on n'a pas l'habitude. En général, elle milite pour les animaux, là, elle milite pour le droit des femmes. Je voyais que vous bougiez la tête. Vous faisiez comme ça en l'écoutant un peu, non? C'est mon côté macho, ça. Ah, d'accord. Bon, donc ça n'a pas changé. Ça existe toujours dans le Sud? Non, partout. C'est fier de... La question? Elle vaut 1 point. Quel ministère Simone Veil dirige-t-elle lorsqu'elle défend son projet de loi sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse? À vous. La santé? C'est exact. C'est le ministère de la Santé.
Non, je pourrais. Voilà, vous savez qu'au tout départ, quand elle est entrée en politique, elle n'était pas connue. Hein, Simone Veil. Elle était la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis après, elle a grimpé. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, dans le monde politique français et même européen, c'est devenu une véritable icône. Pour 2 points, en quelle année cette loi est-elle entrée en vigueur? 76. Eh bien, c'est pas la bonne réponse. Pascal? 78. Eh bien, c'est pas la bonne réponse non plus. Ah là 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 là. Eh oui, mais ça, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas des femmes. Eh oui. Peut-être. Ça vous concerne moins, mais en général, En tout cas, à vous savez, l'époque, les femmes, c'était pour pas- faire des enfants, il faut qu'elles soient avec des hommes quand même. Enfin, ça se passe comme ça, quoi. Donc ça devrait vous concerner un peu aussi. Hein. 1975. Et pourtant, Hervé, vous n'êtes pas une femme. Non, mais moi, j'ai quelques fiches. Alors pour 3 points, une pétition a contribué à l'adoption de la loi Veil. Cette dernière est connue sous le nom du Manifeste des 343. Ça, les machos, vous devriez être meilleurs, là. Hein. Et alors? C'est un grand moment de solitude, les enfants, là. Plus que quelques secondes. Tigresse. Ouf, voilà, ça c'est un vrai macho. Voilà, les tigresses, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout les tigresses. Non, je suis désolé. C'était Pascal, vous avez une idée? Ah non, j'ai aucune idée. Aucune idée. Ah non, Mais bon, sincèrement buzzer, que- vous dites j'ai aucune idée. Aucune idée. Voilà, très bien. Allez, voilà, c'était les 343 salopes. Ah. Voilà. C'est le Nouvel Observateur qui avait fait paraître cette pétition en 71. Elle avait été signée donc par 343 femmes, pas n'importe lesquelles. Elles étaient connues. Elles étaient dans le cinéma, dans l'écriture, dans la philosophie, à l'université. Catherine Deneuve, Marguerite Duras et bien d'autres. Et donc, elle s'était appelée elle-même les salopes, parce qu'évidemment, à ce moment-là, si on se faisait avorter, on était obligatoirement une salope. Hein, ça ne pouvait pas être autrement. Le macho de service? Oui, non, c'est pas histoire de macho service. On m'a dit qu'il fallait être poli à la télévision. Pour moi, salope, c'est un gros mot. Donc c'est pour de toute ça façon, c'était pas moi qu'il jouer. n'a donc, pas pu répondre. Voilà. Lui aussi, il est Et comme vous savez moi. qu'il n'avait pas le droit de lui souffler, Non, normalement. mais lui le savait, mais il n'a pas osé, à mon avis. Ah, c'est ça, vous n'avez pas osé. Et voilà. Charlotte. Alors pour 4 points maintenant, qui est le président de l'Assemblée nationale lorsque Simone Veil fait son fameux discours? Poher. 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 L'Assemblée nationale, Poher. Bon, c'est pas ça. Allez. Pascal, il vous reste quelques secondes pour buzzer. Je sais, mais c'est pas la réponse. Donc, Vous n'avez pas la réponse. Aucune idée. Aucune idée. Ben voilà, au moins c'est la réponse. Et c'était donc Edgar Faure hein, qui était là, parce que Poher c'était le Sénat plutôt. Voilà. Edgar Faure. Edgar Faure, vous vous souvenez de lui un peu ou pas du tout? Un tout petit peu. Ah, c'est un homme génial. Il était drôle, non? Vous vous souvenez, Nello? Oui, avec sa pipe. Il avait une particularité. Il fumait toujours la pipe. Et puis. Il Eh avait ben, un cheveu. qu'est-ce qu'il dit Quand il parlait. Il avait pas un cheveu sur la langue. Mais si, il avait un grand cheveu sur la langue. Ah oui, il me semble bien, ouais. bien sûr. Et ça il était extrême. C'était un très bon orateur. Ah hein, ça ne l'empêchait pas du tout. Hein. Vous vous souvenez, Daniel, et vous aussi, de cette longue bataille pour le droit à l'avortement. Est-ce que vous y avez pris part d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que vous regardiez ça avec une certaine distance? Non, mais j'ai pas pris part directement à l'époque, mais j'ai accueilli des gens et des jeunes femmes qui sont venues justement en parler de ce combat. Merci, vous pouvez rejoindre vos places. On fait un petit point. Et oui, pendant que Jade et Anaïs viennent s'installer, à l'issue de ce deuxième finale, les scores n'ont pas beaucoup changé. La famille Di Pellegrini est à 4 points, les Géronesses en ont 12. Bon, maintenant c'est donc aux jeunes filles, hein? Vous êtes superbes, vous êtes tranquilles, vous allez prendre la parole un peu là, hein? Parce que là ils vous ont écrasé un peu. Non seulement les pères, les grands-pères, les plus âgés, non pas vous, je sais, vous n'êtes pas grand-père, je sais. Alors c'est à vous maintenant, dans ce dernier duel. Harry Potter, vous connaissez? Ouais, bon, ça va. pas terrible, pourtant tout le monde connaît. Hein. Bon, ça tombe mal si vous ne connaissez pas, parce qu'on va vous interroger sur Harry Potter. Voici un petit portrait de son auteur. L'homme des aventures de Harry Potter. Et la chambre des secrets? Comment? La chambre des secrets. Mais, Harry Potter. et la chambre des secrets. ben voilà, c'est bien. Faut parler, hein. On est entre copains ici, tout va bien, on peut parler fort, il n'y a pas de problème. Bravo en tout cas. Nous continuons avec une question à 2 points.
Au total, combien de tomes constitueront les aventures de Harry Potter? 5, Non. 7. 7, absolument. C'est constitueront. Hein, constitueront, c'est-à-dire qu'il y en a un que l'on attend maintenant pour octobre 2007. Nous montons à 3 points. L'arbre magique de la forêt de Poudlard, qui met en pièces tout ce qui s'approche de lui, est le saule. Allez-y, vous pouvez y aller. Hein. Le saule. Mais vous n'avez pas envie de taper un peu sur votre buzzer, là? Le sol pleureur, non? Et non. C'est pas mal, moi j'aime bien les saules pleureurs aussi. Hein. Vous trouvez des rivières, on s'allonge, c'est bien. Bah oui, mais on peut pas tout savoir non plus. Hein. Bah oui, bien sûr. Et vous? Non. Bon, c'est pour ça que je vous disais taper. En fait, c'est le sol cogneur. Ah. Le sol cogneur. Bon, on continue, Charlotte. Avec une question à 4 points. La créatrice de Harry Potter s'appelle J.K. Rowling. Quel prénom se cache derrière les initiales J et K? Ah, c'est un peu difficile si on n'est pas expert en Harry Potter, hein. Ça c'est clair. Mais j'ai pas l'impression que les plus âgés en savent plus, hein. C'est normal. Normal. C'est normal. Jeanne-Catherine? Eh bien non, mais c'est bien d'avoir tenté en tout cas. Hein. Et vous, vous avez... C'est bien joué, c'est bien joué. Non, vous ne savez pas. Alors la réponse c'est John Catlin. John Catlin. En fait, son vrai nom, c'est John Rowling. Et alors ça, c'est amusant, ça va vous rappeler des choses. À la publication de son premier tome, son éditeur craignait que les jeunes garçons hésitent à acheter des livres écrits par une femme. Ah, vous comprenez ça, vous, non? Bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr. Et il a demandé à John Rowling d'utiliser 2 initiales plutôt que de révéler son prénom. Voilà. Les scores à la fin donc de la deuxième manche. Eh bien, la famille Di Pellegrini peut remercier la petite Jade. Grâce à elle, il n'y a plus que 5 points d'écart. La famille remonte à 7 points face aux Géronesses qui en a 12. Il n'y a plus que 5 points d'écart. Autant vous dire rien du tout avant la dernière manche. Tout est possible donc. Comme c'est la famille Géronesse qui est en tête, c'est à la famille Géronesse de choisir son héros pour disputer la finale. Je vous laisse donc vous concerter rapidement. Allez-y, reprenez vos places, s'il vous plaît, les filles. Et alors, qui va vous représenter en sachant, bien entendu, que vous êtes seul face aux questions et que, éventuellement, on va vous l'expliquer tout à l'heure, vous aurez un joker. Le patriarche va décider. Alors, le patriarche décide quoi? Ça me prend de une, lui. C'est que c'est Jean qui va être... C'est Jean. Qui est désigné. Bon. Il décide plus, finalement. Jean, venez, on vous mettre en face du buzzer. Donc, c'est la personne de la même génération, Pascal, qui va l'affronter en duel final. Cette fois-ci, vous allez répondre à des questions concernant 3 célébrités ayant marqué les 3 générations. Il y a 9 questions valant de 5 à 7 points, selon la difficulté, évidemment. Une chose très importante pour cette phase, le joker. Mais ça, je m'adresse à vous parce que c'est vous qui avez droit. Vous êtes, Jean, le héros de votre famille. Mais peut-être, vous n'allez pas être complètement au point sur les 3 personnalités dont on va vous donner les noms. Et s'il y en a une sur laquelle vous ne vous sentez pas très bien, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de votre équipe de vous remplacer pour cette question-là, pour ce thème-là. Alors, c'est Édith Piaf, donc Coluche, Chirac. Est-ce que vous vous sentez assez fort pour répondre à tout seul, ou vous avez besoin? Allez, Édith Piaf, Coluche, Chirac. On va voir les épaules larges, on va prendre les 3. Vous prenez les 3? Ouais. Bon, bah écoutez, c'est gonflé, hein, sérieux. Nous allons attaquer la première question après avoir vu une archive qui est effectivement très émouvante puisqu'elle chante l'une de ses plus célèbres chansons, l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écouler. De ma porte, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains,
Alors pour 5 points, à quelle personnalité Édith Piaf a-t-elle dédié l'hymne à l'amour? Marcel Cerdan? C'est tout à fait juste. Marcel Cerdan, c'est d'ailleurs elle-même qui avait écrit ces paroles et Marcel Cerdan fut son grand amour. Il avait été champion du monde des poids moyens en 48 et il est mort dans un accident d'avion en 49. Didier Roustan, vous saviez tout ça par cœur? Mais bien sûr, oui. On peut pas y échapper, ouais. Charles. Charlotte, on continue. Un peu de générosité, Charlotte. Oh mais oui, et puis avant cette dernière question à 7 points, concentrez-vous puisque les deux familles sont à égalité parfaite avec 12 points. Alors pour vous départager avec cette question à 7 points, quelle grande actrice sera le témoin d'Édith Piaf lors de son mariage avec le chanteur Jacques Pils? Romy Schneider? Non, je pense que là, il y a... Romy Schneider, il risque d'y avoir un problème de génération là. Hein. On n'est pas à la même époque. Bon, je sais absolument pas. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile déjà. Hein. C'est normal. Faut pas vous en faire de ça. Non, je m'en fais pas vraiment, mais je sais pas. Vous savez pas. Hein. Bon. C'est Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, qui était sa grande amie. Elle l'avait rencontrée à New York en 1947 lors de sa première tournée. Et elles resteront très amies jusqu'à la mort, vraiment. Nous en sommes pour l'instant à une égalité parfaite avec 12 points et il nous reste 2 personnalités à aborder, Chirac et Coluche. Coluche qui incarne pour nous la personnalité des années 70 à 90. Dans l'archive que vous allez découvrir, il raconte sa vision toute personnelle de son rapport avec les fans. Archive. Venez, monsieur, on fait un sondage. On voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez de Coluche. Vous le connaissez? Oui, c'est vous. Ah merde. Au début, on se dit, ah merde, les gens me reconnaissent dans la rue, c'est formidable. Alors on sort dans la rue. On se dit, vite, je vais aller dans la rue pour qu'on me reconnaisse, c'est formidable. Ça dure 3 jours. Après ça, il y a une période où ça commence à faire un peu chier. Hein. Puis il y a une période où ça fait franchement chier. Et puis il y a une période où on se dit, bon, ben dans le fond, c'est de notre faute à nous. Quoi. Je veux dire, on part se dire, on fait un métier public. Les gens, bon, on a voulu le public, on l'a. Si on n'en voulait pas, on n'avait qu'à rester chez nous dans notre cuisine, personne ne serait jamais venu nous chercher. Bon. Le principe, c'est que tu peux pas en vouloir au mec qui est le 50e à te taper dans le dos, d'être le 50e, puisque lui, c'est la première fois qu'il te tape dans le dos. Salut Coluche. Ça va, ça va, ça va, Ouais, ça va, ouais, ça va, ça va. Pas mal et toi? Ouais, ça va. Imparable, hein? C'est imparable. Pour 5 points, dans quel sketch raconte-t-il l'histoire d'un homme qui est sur le pont de l'Alma et qui regarde dans l'eau? C'est l'histoire d'un mec? C'est l'histoire d'un mec. C'est une bonne histoire pour vous. C'était tout à fait la bonne réponse. Daniel, vous l'avez eu avec vous, à vos côtés, Coluche, à un certain temps, hein? Oui, oui. Pendant une semaine. Je l'ai eu pendant une semaine. Comme co-présentateur? Oui. Et Mais alors il était prévu 1 mois et il n'est resté qu'une semaine parce que c'était un peu tôt et que son humour n'était pas bien passé. Et 4 ans après, il était star. Et c'était franchement l'un des artistes, à la fois l'artiste et l'être humain le plus génial que j'ai pu rencontrer. Charlotte. Pour 6 points, quel est le métier de Coluche, alias Lambert, dans le film Ciao Pantin? Garagiste. Ou pompiste. Pareil, c'est un garage. Vous avez dit garagiste? Oui. Garagiste, non, c'est pas garagiste. Pompiste? Pompiste, oui, c'est pompiste. Voilà. Vous êtes allé un peu vite.
Bon, c'est vrai que les pompistes, en général, sont chez les garagistes. Mais lui, il était pompiste. C'était un rôle totalement à contre-emploi, un peu comme moi, là. Hein. Vraiment, voilà. Alors pour 7 points, en 1985, quand Coluche et Thierry Leluron s'unissent pour le meilleur et pour le rire, ils parodient le mariage de... Yves Mourouzi et sa compagne de l'époque, sa femme. Yves Mourouzi. Et Marie-Laure Rouet. Non. Alors, Yves Mourouzi, de toute façon, vous demandez Yves Mourouzi. Hein. Voilà. Est-ce que... Bon, je n'ai que le nom de l'homme. Est-ce qu'il faut les deux? Ça, vous avez Charlotte, vous allez me dire. Je vous le dis tout de suite, la réponse est acceptée. Bon, la réponse. Alors, Marie-Laure Augry, c'est pas marié avec elle. Il faisait de la télévision avec elle. Hein. Mais bon, et il s'est marié avec Véronique d'Alençon. Voilà. C'est un mariage qui s'est passé à Nîmes pendant la feria, parce que Mourouzi avait, à côté de la ville de Nîmes, il habitait dans un petit village, et donc il était venu faire la fête. Au milieu de la fête, vous savez que c'était un grand fêtard. Et d'ailleurs, ce mariage, cette parodie de mariage, était aussi un clin d'œil sur l'homosexualité. Voilà. Alors avant d'attaquer la dernière ligne droite, la famille Di Pellegrini est en tête avec 23 points, talonnés par les Géronesses à 19. Nous avons donc choisi Jacques Chirac comme personnalité des années 90 à nos jours. Dans l'image que vous allez voir, il a 37 ans, il est un séduisant secrétaire d'État du gouvernement. Pompidou, gouvernement Pompidou à l'époque, et c'est Michel Cotta, que vous connaissez sans doute, que l'on voit souvent toujours à la télévision, qui continue à s'occuper de télévision, qui l'interviewe. Le document. En dehors de la politique, qu'est-ce que vous aimez? C'est une passion exclusive pour vous? La politique n'est pas une... Bon, la vocation, il l'a eu, sans doute. La passion, il dit qu'il ne l'a pas. Alors, ça l'aidera peut-être à être à la retraite maintenant. Parce qu'il n'a pas de passion, il va se séparer plus facilement du pouvoir, sans doute. Charlotte? Pour 5 points. Quel parti avait-il créé en 1976? Le RPR. C'est la bonne question. Et la c'est bonne surtout réponse, la bonne pardon. réponse. Le Rassemblement pour la République, il a cessé d'exister, ce rassemblement, en 2002, pour se fondre dans l'UMP. Pour 6 points, combien de fois Jacques Chirac s'est-il présenté à l'élection présidentielle? 4 fois. C'est encore la bonne réponse. Ça vous intéresse, la politique? Un petit peu, oui. Ah bon, vous en faites? Pas du tout. Ah bon, Pas du tout. Vous avez Bon, suivi la campagne électorale, bien tout sûr, ça, bien de sûr. très près? C'était passionnante. Bon. Vous vous souvenez des dates ou pas? Donc c'était le 5... Non, les années, ça suffit. Ah, pour les 4. Pour les élections? Oui. Les 4, bon, donc 2002, 95, 88 et 81. Bravo, ça je suis épaté. Hein. Alors il est fort, hein? Ah, il est fort, il est rapide aussi. Avant d'aborder la toute dernière question qui vaut 7 points, je vous précise que la famille Géronès mène à 30 et les Di Pellegrini à 23. Autant vous dire, Pascal, que si vous répondez juste, vous serez en égalité parfaite et une question subsidiaire vous départagera. Alors pour 7 points, complétez cette citation de Jacques Chirac dans le Figaro Magazine du 20 juin 1992. Un chef s'est fait pour... Gouverner? Ben, normalement, oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Allez-y, vous avez encore une chance. Allez-y, c'est 7 points. Ça permet de mettre à niveau les Pellegrini, les Géronès. Un chef s'est fait pour... Diriger? Ben, c'est vrai aussi, hein. Mais sauf que Chirac, il l'a pas dit comme ça. Et que nous, on vous demande ce qu'a dit Chirac. Chirac, il a dit ça très simplement. Il a dit un chef, c'est fait pour cheffer. Voilà. Ah bah oui, c'est ces mots. Hein, voilà. Mais là, il en a eu d'autres. Hein, il en a eu d'autres, Chirac, quand même. Il en a eu de belles. Hein. On a bien fait de venir. Ben, c'est pas mal. C'est fait pour cheffer. On a appris des choses. Ben voilà. C'est pas le verbe cheffer. Mais c'est pas un problème. L'Académie française n'a pas fait une jaunisse. Hein. Donc, oui, souvenez-vous du même auteur. On a eu bien sûr que je suis de gauche. Je mange de la choucroute et je bois de la bière. Bon, bref, les Alsaciens apprécieront. Ma femme est un homme politique. Bon, toujours un langage extrêmement imagé, Chirac. Charlotte, eh bien, alors nous le moment est arrivé. Enfin à l'issue des 3 manches de Madame, Monsieur, bonsoir. La famille Di Pellegrini, hélas, s'arrête à 23 points, battue par la famille Géronès qui a 30 points. Ben voilà, applaudissez-les, bravo à tous. Hein. Alors, je vais vous dire, la famille Géronès après les Poutous, hein, comme on dit dans le Midi. Tout à fait. Les Poutous. Les embrassades. Voilà ce que vous avez gagné parce que vous avez gagné. Super.
Alloshopping.fr, site de vente en ligne, offrira à nos gagnants cet appareil photo numérique, ce lecteur DVD portable double écran, ainsi que ce caméscope. Merci Alloshopping.fr. Alors, la famille Pellegrini, d'abord, vous avez le prix du fair play. Je vous l'accorde, Ah, ça a été formidable. bien. Vous faites un peu trop la Qui, tête moi sérieuse. Ah non, certainement souvent. pas. Alors, Bon, enfin, en tout cas, voilà ce que vous avez gagné parce que vous avez perdu. Merci. Nobilis vous offre 3 jeux PC pour toute la famille, dont TV Giant qui vous permettra de créer et de gérer votre propre chaîne télé. Merci à tout le monde, merci bien à tous les deux d'être venus dans cette nouvelle émission de l'été du mois d'août. Salut à tous et profitez bien des vacances d'août. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Salut Charlotte. Charlotte.